Bon, bah, c'est un plaisir de te recevoir ici. Bah Johan. ouais, merci, plaisir partagé. Bah Depuis le écoute, temps. ouais, depuis le temps qu'on voulait faire ça, c'est trop cool. En plus, là, on s'est intégré il n'y a pas longtemps, donc Et ouais, je me suis dit que c'était intégration Gorgias l'occasion. Aioli, c'est ça. Depuis le temps qu'on l'attendait, celle-ci, et les clients aussi, hein, je crois qu'il y en a pas mal qui sont en train de l'installer, ils sont assez contents. Bah, nickel, ouais. Donc trop bien de te recevoir dans le podcast. Du coup, bah, tu connais le principe, hein, l'idée, c'est simplement de donner le plus possible de valeur actionnable à toutes les marques qui peuvent nous écouter, peu importe leur taille. Marque ou pas d'ailleurs. Hein. Marque ou pas, c'est vrai. Est-ce que vous avez des clients aussi qui ne sont pas forcément des marques? Non, pas forcément, mais juste n'importe quelle Ouais. audience intéressée par l'e-commerce pour avoir de la valeur dans ça. Mais oui, principalement côté marque, bien sûr. Ouais. Et puis bah, moi le premier d'ailleurs, hein, c'est pour ça que j'aime bien aussi faire cet exercice et que ça permet d'apprendre plein de trucs en fait. Donc en fait c'est assez égoïste dans l'idée à la base, mais bon si ça peut faire profiter les autres c'est toujours bien. Donc bah, écoute, on va parler support client. On a bien bossé la trame juste avant, il y a vraiment pas mal de tips je pense qui vont être délivrés. Donc C'est l'objectif, hein, clairement. franchement ça va être très très cool je pense. Et puis bien sûr on va parler rétention client, mais aussi un petit peu intelligence artificielle et puis tendance. Ça te paraît un bon programme? Bah, ça me paraît être un bon programme que je connais plutôt pas mal vu que c'est mon quotidien à Gorgias, donc avec plaisir. Et ouais, l'objectif c'est que ça soit intéressant avec des cas d'usage concrets et des choses à mettre en place pour les personnes qui écoutent. Donc c'est clair de mon côté. Trop bien. Et du coup, peut-être on peut commencer par ça, si tu veux un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore en tout cas. Ouais, bien sûr. Je m'appelle Johan, je suis en charge des partenariats Europe chez Gorgias, qui est une solution de gestion du service client pour l'e-commerce. On pourra en parler. Donc, je suis basé à Amsterdam, mais de base, moi, je suis du sud de la France, des Alpes-Maritimes, et un vrai passionné de technologie et d'e-commerce. C'est ça qui a shapé un petit peu mes études, toute ma carrière. Ça a vraiment été toujours cet intérêt pour les nouvelles technologies et aussi l'expérience client, le service client, la relation client. C'est ce que je faisais pendant 5 ans en tant que Customer Success Manager, maintenant chez Gorgias aussi. Donc voilà, tout ce qui touche à la technologie, l'expérience client, c'est des sujets qui, au-delà de mon job chez Gorgias, m'intéressent vraiment moi à titre perso. Et donc toujours un plaisir de discuter de ces sujets-là qui sont souvent un petit peu sous-cotés et pas assez compris, je pense, en Europe et en France par rapport aux US notamment, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Donc toujours un plaisir de pouvoir parler de ça ensemble, quoi. Ouais, et puis tu vois, là, il y a quelques jours, j'étais avec Jérémy de Just, Ouais. qui est passé sur le podcast aussi. Et du coup, nous, tous les trois, et avec d'autres aussi, on a un peu la même conclusion finalement, la même conclusion, c'est-à-dire que les marques ont beaucoup investi dans l'acquisition ces dernières années. Et là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'elles commencent en fait à réaliser qu'effectivement le bas du funnel a peut-être été un peu délaissé. C'était très facile d'aller chercher des nouveaux clients, mais beaucoup plus dur maintenant de prendre soin des clients qu'on a aujourd'hui. Mm-hmm. Donc du coup, hyper content de pouvoir parler de cet aspect-là qui est, je pense, en tout cas, le sens de l'histoire, comme cette expression me fait rire, mais c'est vrai, je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire aujourd'hui. On se dirige de plus en plus là-dessus, donc trop bien. Ouais, non, ça c'est un truc qui est vraiment récurrent. Moi, avec les marques avec qui j'échange, les partenaires avec qui j'échange, c'est vrai que les coûts d'acquisition ne cessent d'augmenter. C'est plus cher et plus compliqué de convertir des nouveaux clients de nos jours. Et comme tu l'as dit, en fait, qu'elles le veuillent ou non, les marques se posent de plus en plus la question de la rétention, de l'expérience client, mais pas non plus uniquement l'expérience client avant-vente et sur le site, mais aussi après-vente et service client. Parce que la réalité, c'est que ça a un gros impact sur la bottom line derrière, sur les revenus. Souvent, il y a des personnes qui disent que acquérir un nouveau client, ça coûte 5 à 6 fois plus cher que de faire en sorte qu'un client existant rachète. C'est vrai, et malgré le fait que les personnes le bassinent, le répètent souvent, il y a pourtant très peu de marques qui concrètement se posent la question de comment vraiment améliorer cette rétention. Et au-delà de la rétention, d'envoyer des emails bien segmentés qui sont très bien faits par de nombreuses marques, il y a aussi la partie service client et se poser la question de comment est-ce que le service client peut vraiment nous permettre de générer plus de revenus en tant que marque. Et c'est vrai que il y a de plus en plus de marques qui se posent la question et qui mettent ça en place.
Pas forcément par choix, mais parce que voilà, avec les coûts d'acquisition et la situation de l'e-commerce actuellement, ils sont un petit peu obligés de se poser ces questions-là, quoi. Ouais, 200%. Et d'ailleurs, on a sorti une étude sur la fidélité. En fait, on s'est posé la question chez Loyoli, du coup, qu'est-ce qui faisait d'un côté qu'un client allait acheter une première fois chez une marque, mais aussi, bien sûr, ça c'est notre sujet, qu'est-ce qui fait qu'il va revenir acheter chez la marque. Et en fait, le support client, le service client, c'était vraiment un des premiers facteurs qui fait que l'utilisateur va pouvoir revenir, en fait, va faire un premier achat, mais va aussi faire un deuxième achat. Ouais, Donc, comme tu dis, aujourd'hui, c'est vraiment indispensable d'avoir un service client qui est bien rodé, et bien aux petits oignons. Ouais, et aussi, il faudra qu'on fact-check l'information, la véracité de la donnée. Mais il me semble qu'en moyenne, un client qui rachète dépense 56% de plus qu'un premier client. Logique, je ne sais pas si tu vends par exemple de la cosmétique, et peut-être que tu vas acheter une crème une première fois pour tester. Si en fait elle te plaît, peut-être que tu vas en racheter une pour toi et une pour un ou une amie ou autre. Et donc en fait, ces clients-là, ils sont plus à même de racheter. Il y a aussi 86% des consommateurs qui sont prêts à payer plus pour une meilleure expérience client. Donc c'est quelque chose où en fait tu as un vrai leverage en tant que marque si tu as une bonne expérience client. Et aussi, en fait, tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur avec le service client. C'est-à-dire que ça, pareil, on vérifiera l'information, mais il me semble que c'est 32% des consommateurs sont prêts à abandonner une marque après une seule mauvaise expérience avec cette marque-là. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Et ça monte à 92% pour 2 mauvaises expériences ou plus. Ouais, donc en fait, en tant que marque, bon, certes, tu dois faire attention au service client, mais en fait, tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur dans un premier temps parce que les consommateurs ont beaucoup d'options et ils sont prêts à passer d'une marque à une autre assez facilement après une mauvaise expérience, que ce soit lié au service client ou l'expérience avec la marque de façon générale, quoi. Ouais, carrément, ouais. Et justement, tu vois, la semaine dernière, on était avec Pierre de One Pilot, Bien sûr. que tu dois Très très bon bien partenaire, connaître. bien sûr. Et du coup, on a animé un atelier au P-Plug Day ensemble sur comment faire de ta base client un centre de profit. Et du coup, il a posé une question en fait au tout départ aux gens qui étaient avec nous sur l'atelier. C'est quoi pour vous un bon service client? Et là, tu vas avoir la même réponse, je pense, mais le premier truc qui est revenu, c'est la rapidité. Ouais, j'aurais été surpris que tu dises quelque chose d'autre. Et ça, il y a plein d'études qui l'ont montré. En fait, parmi les facteurs les plus importants pour une bonne expérience client en termes de service client, numéro 1, c'est le temps de réponse. Et numéro 2, c'est l'omnicanalité. C'est-à-dire que en fait, les gens s'attendent de plus en plus à une réponse autant par mail, mais aussi sur les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Mais le critère numéro 1, c'est toujours le temps de réponse. Et ça devrait être un petit peu l'objectif principal des marques, c'est de pouvoir répondre plus rapidement, tout en gardant en considération que pas toutes les demandes clients ont besoin d'être répondues rapidement. Mais il y en a une grosse partie où ça peut t'aider à plus convertir, ou des personnes qui sont mécontentes, qui ont besoin de faire des modifications à une commande, etc. Si tu réponds rapidement, tu vas éviter beaucoup de frustration aussi côté client. Donc clairement, c'est le temps de réponse, c'est le critère le plus important pour une bonne expérience client en service client. Et au final, c'est très simple. Si tu veux améliorer ton service client, essaye de répondre plus rapidement à tes clients. Ouais. Et vous aviez sorti un benchmark, non, fin 2023 par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres justement de ce benchmark qui sont intéressants? Ouais, alors il me semble que le benchmark, tu me prends un peu pour court, je pensais que tu allais me dire les chiffres, mais il me semble que c'est... je peux te les donner, attends. Je crois que c'est 7,6 heures de temps de réponse, de first response time, donc ça prend en moyenne 7,6 heures à une marque pour répondre à ses demandes clients, et je crois dans les 17 heures, le temps de résolution, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, donc ça, c'est une étude qu'on a menée nous auprès de nos clients. Ça paraît énorme, non? Ça te paraît énorme 7 heures pour avoir une réponse et t'as le temps de faire plein de trucs en 7 heures. T'as le temps d'aller sur le site du concurrent Complètement. Je peux aussi te dire qu'il y a de nombreuses marques en France qui prennent plusieurs jours à répondre aussi. Donc ça reste une moyenne qui prend en considération non seulement nos clients aux US, UK, etc., qui sont un peu plus matures sur les sujets d'expérience client, de service client et qui mettent plus de ressources dessus. Et je pense que c'est aussi à prendre un petit peu avec des pincettes parce que ça ne va pas prendre en considération les business hours. Donc en fait, dans la plupart des services clients en France, typiquement, ça va être du 9h-17h, du lundi au vendredi. Il n'y a personne disponible le soir et le week-end, juste pour nuancer un petit peu. Mais dans tous les cas, moi je suis d'accord avec toi, c'est que c'est trop. Ça devrait être moins que ça.
Surtout qu'il y a quand même un gros gap entre les attentes des consommateurs et ce que les marques sont en capacité de délivrer en termes de temps de réponse. Ouais. Par exemple, il y a une étude de HubSpot, il me semble, qui a prouvé que pour 90% des consommateurs, c'est important ou très important d'avoir une réponse immédiate du service client quand ils en ont vraiment besoin. Ouais. Et réponse immédiate qui est une réponse en moins de 10 minutes. Mais la réalité, c'est qu'il y a très très peu de marques qui sont en capacité de délivrer par rapport à ça. Donc il y a quand même un gap entre les attentes des consommateurs et ce que les marques sont en capacité de délivrer. Et de ce que moi je vois à titre perso, c'est principalement dû au fait que le service client, ça reste quelque chose de relativement secondaire en fait pour les e-commerçants. Donc ils vont pas forcément y mettre les ressources adéquates, que ce soit les ressources technologiques, financières, humaines ou autres, pour se donner les moyens de vraiment arriver à un stade où quelqu'un qui a une question importante, quelqu'un qui est vraiment pas content, on puisse identifier cette demande-là, y répondre super rapidement. C'est un chiffre qui est trop haut, mais qui me surprend pas plus que ça non plus, en tout cas surtout en Europe et en France, où je peux te dire qu'il y a très peu de marques qui sont en capacité de répondre, ne serait-ce qu'en quelques heures déjà, dans l'écosystème e-commerce Shopify en tout cas. Ouais, c'est clair. Ok, donc ouais, effectivement, ça paraît quand même 7 heures pour avoir une réponse, ça paraît assez long. Bon là j'en profite pour dire que nous on est assez fiers chez Loyoli pour le coup parce qu'on a un support client qui répond en moins de 3 minutes. Incroyable. Vous nous battez, nous on est à 4 minutes Gorgias sur le chat en tout cas. Ah ça c'est stylé ça franchement. Donc là on est un petit peu maniaque sur ce sujet. Mais c'est très bien. Parce que on sait à quel point c'est frustrant en fait de pas avoir de réponse tout de suite. C'est hyper frustrant, t'as des trucs à faire, t'es là, ton truc il marche pas, c'est un outil qui te coûte quand même de l'argent, en tout cas pour nous, hein. Là je parle pour nous, c'est pas forcément comme une marque de e-commerce, mais ouais, bien sûr, ouais. Voilà, je trouve ça vraiment important et 7 heures, ouais, ça me paraît énorme. Du coup je me demande, est-ce que toi t'as des tips un peu pour pouvoir réduire ce délai typiquement? Ouais, en fait, il y a plein de façons de réduire ce temps de réponse. Ça va dépendre de la situation de la marque, mais premièrement, ça va être d'être en capacité de centraliser les canaux de communication au même endroit. Donc, typiquement, c'est avec un outil de service client, comme Gorgias par exemple, qu'on peut faire ça. Et pouvoir prioriser les demandes en fonction de qui demande quoi sur quel canal. C'est-à-dire que centraliser les canaux, ça va pouvoir éviter, si quelqu'un t'a envoyé un mail, qu'un jour après, tu n'as pas répondu, cette personne-là va peut-être envoyer un DM sur Instagram. Et si tu ne réponds pas, parce que beaucoup de marques ne checkent pas leur DM sur Instagram, par exemple, vont derrière aller voir qu'il y a un chat sur le site et te contacter sur les 3 canaux. Au final, rien que d'avoir les 3 canaux centralisés, tu vas pouvoir identifier ces types de demandes-là et tu n'as pas besoin de répondre 3 fois, tu réponds qu'une fois et tu as de la visibilité sur ce que les gens te demandent. Deuxièmement, prioriser les demandes. Parce que, en fait, quelqu'un qui demande où est ma commande, c'est pas aussi urgent que quelqu'un qui te dit j'aimerais changer ma commande alors qu'il vient de passer commande et qu'elle n'est pas encore shippée. Ou quelqu'un qui est super mécontent ou qui pose une question avant-vente qui est peut-être prêt à l'achat. Donc, déjà, savoir identifier les types de demandes qui vont arriver pour pouvoir les prioriser. Ensuite, les questions les plus communes, s'assurer qu'on peut y répondre super rapidement, donc avoir des macros ou des templates déjà préenregistrés pour les questions où est ma commande, demande de retour, etc., pour que l'équipe de service client n'ait pas à tout taper manuellement à chaque fois. Idéalement, pouvoir utiliser des variables des différentes sources qui vont être utilisées pour ces réponses. Exemple très concret, où est ma commande? Si tu utilises Shopify et que tu as les données de tracking dans Shopify, tu vas avoir une template qui te dit ta commande numéro tant a été envoyée à telle date, à telle adresse, etc. Donc avoir les réponses préenregistrées pour les questions les plus communes. Ouais. Et je pense que ça passe aussi par, je ne sais pas comment on dit en français, mais deflect le plus de demandes possible. Donc utiliser le self-service pour faire en sorte que les clients ils aient moins à demander certaines questions par eux-mêmes. Typiquement, en e-commerce, la question « Où est ma commande ?» c'est sans exception toujours la question qu'on demande le plus.
Juste exception. Il y a peut-être des exceptions. Mais c'est principalement ce que tout le monde a comme question la plus récurrente. Tu peux peut-être avoir une page sur ton site où les clients peuvent aller traquer eux-mêmes leurs commandes. Des FAQ ou même des trucs de tracking. FAQ, ça peut être en fonction de l'outil que tu utilises pour le tracking, une landing page. Par exemple, avec Gorgias, nous aussi, on a quelque chose qui s'appelle Order Management, où en fait, tu peux traquer et manager ta commande directement depuis le chat Gorgias, depuis le Help Center, ou même depuis un contact form. Donc, tu peux très bien avoir une réponse automatique par email qui dit que dès que quelqu'un demande où est ma commande, on les renvoie vers le chat ou vers le Help Center. Et en fait, derrière, c'est du self-service. Il y a peu de chances qu'ils finissent par contacter la marque par rapport à ces questions-là. Et donc, tu vas réduire le volume de tickets à traiter. Et donc, forcément, tu vas améliorer ton temps de réponse. Ouais. Et aussi, le temps de réponse devrait être le plus faible possible, surtout pour les conversations importantes qui soit vont générer du chiffre d'affaires pour la marque, question avant-vente, question de chat, ou les questions de clients qui sont vraiment frustrés ou mécontents. Tu as vraiment intérêt à te focus sur celle-là si tu veux réduire ton first response time, quoi. Ouais, ok, hyper intéressant. Et justement, tu donnais pas mal d'exemples de bonnes pratiques un peu sur le service client. C'est quoi pour toi, tu vois, genre, est-ce que tu as des exemples de the ultimate client service, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs? J'ai quelques exemples de marques. Après, je peux pas forcément dire exactement ce qu'elles font, mais moi, en tout cas, de ce que je vois, en ayant fait 3 ans et demi chez Gorgias, en étant premièrement Customer Success Manager pour nos plus gros clients en Europe, donc en voyant quand même ce que certaines marques faisaient. La base, quand en tout cas tu as un outil de service client comme Gorgias ou autre, centralisation des canaux, ça c'est la base de la base. Savoir identifier et prioriser les demandes. Donc, par exemple, une demande d'un client VIP qui a déjà passé tant de commandes devrait être relativement prioritaire parce que c'est quelqu'un qui est plus à même de repasser commande, qui est déjà fidèle à la marque, qui va pouvoir la recommander. Mais tu peux aussi prioriser quelqu'un qui te pose une question avant-vente et tu sais qu'il n'est pas encore client et identifier cette demande-là en priorité. Donc vraiment être en capacité de identifier et prioriser les demandes qui sont les plus importantes pour la marque. Et ça dépend d'une marque à une autre. Ensuite, je pense que c'est vraiment se dire que le service client, ça peut être un centre de revenus. Et ça peut être un centre de revenus en ayant une bonne expérience client qui soit personnalisée. Ça veut dire en répondant rapidement aux questions avant-vente, donc ça devrait être la priorité numéro 1. Et aussi, ça veut dire que tu dois avoir un chat sur ton site, par exemple. Pour moi, pour avoir une bonne expérience client, il faut avoir un chat sur le site, mais il faut être en capacité de répondre relativement rapidement s'il y a des demandes qui arrivent du chat. Mais c'est le canal qui convertit le plus. Et donc pour moi, un bon service client, c'est un service client qui va générer du revenu, et ça passe par le chat, et ça passe du coup par peut-être économiser le plus de temps possible sur d'autres canaux comme l'email, pour passer un peu de temps sur le chat et être un peu plus proactif à ce niveau-là. Et je rajouterais aussi avoir un Help Center béton qui répond à la plupart des demandes que les clients pourraient avoir, qu'on puisse faire une recherche, avoir une barre de recherche du Help Center par exemple, et de faire en sorte qu'on utilise le Help Center pour recommander des articles en fonction de ce que des clients ou demandent, par exemple en dehors des business hours, et qu'on ait des automatisations en place qui permettent vraiment de répondre automatiquement à certains types de demandes pour derrière dégager du temps à l'équipe service client qui deviennent un peu vraiment des conseillers pour aider les clients potentiels à passer commande au final, quoi. Enfin, pour moi, un service client vraiment optimal, c'est on passe le moins de temps possible à répondre à des demandes parce qu'on les priorise, on a les réponses préenregistrées, on peut utiliser les outils, enfin les données de différents outils directement depuis Gorgias, on n'a pas besoin de switcher entre différents outils, super efficace. Et on prend le temps de répondre aux questions avant-vente, aux questions des clients qui sont un peu mécontents. Et on prend vraiment le temps de créer cette relation humaine et de prendre le temps parce que derrière, c'est ça qui va nous aider à générer plus de revenus avec le service client, quoi. Et est-ce que tu penses qu'on peut aller voir on peut aller essayer de passer des commandes sur des shops qui font ça bien? Est-ce que tu as des idées un peu de
de marchands en tête chez qui on pourra aller tester un petit peu les limites du support client? Ouais, t'as même pas besoin de passer commande chez eux, hein. Tu peux tout simplement envoyer un email à une marque lambda. Ok. Je l'ai déjà fait moi plusieurs fois. Par exemple, là, je voulais m'acheter un clavier mécanique pour les ordis. Ouais. Et ça, en fait, c'est surtout des claviers QWERTY qui existent. Ok. C'est très compliqué de trouver un clavier AZERTY sauf si tu te fais toi ton keyboard custom. Ah et ouais. donc j'ai contacté 4 ou 5 sites par email. Je me suis dit je vais tenter le coup par email. Et au final, il n'y en a qu'un qui m'a répondu en 2-3 heures, je crois. Ouais. Pas mal. Je me suis dit bravo. Et je me suis rendu compte après qu'il était client Gorgias. Bon, après, ça c'est coïncidence. Ok. Et les autres, il y en a 2 qui m'ont répondu 24-36 heures après. Et 2 autres, j'ai pas eu de réponse. D'accord, ok. Tout simplement. Donc juste envoyer un mail, rien que ça, ça permet de voir le temps de réaction, surtout si tu montres que tu es un petit peu intéressé. Ou sinon, une marque où tu as déjà commandé, tu peux tester. Ouais. Mais sinon, des marques qui font ça bien, aux US, il va y avoir des marques comme Glamnetic. Donc ça, c'est une marque qui va vendre tout ce qui est vernis et des fake eyelashes, des fossiles. Ok. Ils font ça très bien. On a Dr. Squatch aussi. Donc c'est SQUATCH qui en tout cas avec Gorgias et par rapport au résultat de taux de conversion du service client, revenus générés par le service client, ils font un très bon travail. Il va y avoir Jackson aussi qui vendent tout ce qui est joaillerie, JAXXON. Ok. Il y a Hello Tushy aussi, ça c'est la marque dont s'est inspiré Boku en France qui font des toilettes japonaises, TUSHY. Alors si quelqu'un regarde le site de Tushy, c'est Hello Tushy, parce que si tu cherches juste Tushy, tu vas tomber sur des trucs que tu n'as pas forcément envie de trouver, donc c'est Hello Tushy. C'est ce qui me semble. Ok. Voilà, tu pourras tester après si tu veux. On testera en live. Ça c'est plutôt sur les US, on a aussi Obvi. OBVI. En fait, eux, ils avaient je ne sais plus combien de personnes qui géraient le service client. Et maintenant, ils arrivent à gérer ça avec une personne et demie, alors qu'ils ont des dizaines de milliers de tickets par mois. Parce qu'ils ont vraiment full automatisé. Mais bien sûr, ils ont un humain pour les questions qui ont du sens. Mais c'est vraiment beaucoup de self-service à ce niveau-là. Ok, intéressant. Après, en Europe, il va y avoir Loopir Plugs, qui fait un très bon travail à ce niveau-là. Aloha Sandal aussi. Et il y a TM Lewin aussi en Angleterre. Je name drop comme ça, mais en tout cas, ils font vraiment un bon boulot et ça mérite d'être souligné parce que vraiment, il y en a très peu. Là, par exemple, je réfléchissais sur la France. Il y a Franklin Pet Food qui fait un très bon travail avec Gorgias. J'ai découvert ça là il y a 2 semaines. On a fait une intervention avec eux et ils ont vraiment des statistiques et une utilisation qui est vraiment bien. Mais en ayant été chez Gorgias 3 ans et demi, en étant francophone, basé en France depuis longtemps jusqu'à récemment, il y a très très peu de marques qui ont vraiment un service client super optimisé, bien huilé comme il faut. Ça reste quand même quelque chose qui n'est pas du tout commun. Mais ça reste aussi super intéressant parce que du coup, il y a un vrai avantage concurrentiel à aller chercher là actuellement. Alors qu'aux US, certaines des marques dont je t'ai parlé, tous canaux confondus, même email, en dizaines de milliers de tickets de service client par mois, ils répondent en moins de 10 minutes. Chose que je n'ai jamais vue en France jusqu'à maintenant. Et donc, il y a des trucs à aller chercher quand même à ce niveau-là. C'est clair, Non, mais carrément, Et après, même pour, si on sort un peu l'univers e-commerce, c'est vrai que pour ceux qui ont des entreprises perso, à titre perso, ce qui, là où j'étais assez positivement surpris, c'est les supports de Alan ou Payfit, par exemple. Ouais, moi je me suis rendu compte aussi que pas mal de services clients de B2B sont assez réactifs. Moi j'utilise Brex pour la carte, pour tout ce qui est dépenses avec Gorgias. Pareil, ils répondent en quelques minutes. On utilise aussi Trip Actions pour tout ce qui est planification les hôtels, les événements, les bookings, etc. Pareil, ils répondent en quelques minutes. Et ça fait plaisir de voir que ça devient la norme sur le B2B, mais c'est des outils où il y a un contrat annuel qui est quand même assez énorme. Mais c'est vrai que sur du B2C, ça reste encore quelque chose de très rare. Mais ce qui est du coup super intéressant, c'est qu'il y a vraiment un coup à jouer parce qu'il y a vraiment une corrélation directe. Si on revient au sujet du temps de réponse, il y a une corrélation directe entre le temps de réponse et la satisfaction client.
Ça, on a des données sur ça, on pourra peut-être même voir pour mettre un screenshot sur la vidéo. Corrélation directe entre le temps de réponse et la satisfaction client. Plus le temps de réponse est bas, plus la satisfaction cliente est haute. Ouais. Et est-ce que vous avez justement des stats pour aller à l'étape d'après, c'est-à-dire entre la satisfaction client et le panier moyen? C'est ce que j'allais en venir justement, donc parfait. Derrière, plus la satisfaction cliente est haute, plus le taux de repeat buyers est haut. Ouais. Donc en fait, on se rend compte que si tu arrives à augmenter ta satisfaction client, tu vas augmenter le taux de repeat buyers. Et nous, on se base en fait sur les personnes qui repassent commande dans les 180 jours après la commande précédente. Ouais. Comme on a mentionné tout à l'heure, un client récurrent dépense en moyenne 56% de plus qu'un nouveau client. Et donc, du coup, il y a aussi une corrélation directe entre le taux de repeat buyers et le revenu généré par la marque. Et ça, on a des statistiques dessus sur Gorgias, on pourra mettre les screenshots. Ouais. Et donc, du coup, corrélation entre temps de réponse et satisfaction client, entre satisfaction client et taux de repeat buyers. Les repeat buyers dépensent en moyenne plus et leur customer lifetime value est plus important que des clients pour la première fois. Ouais. Ça participe aussi du coup à baisser les coûts d'acquisition parce que ton customer lifetime value est supérieur. Et tu sais aussi que des clients récurrents sont plus à même de tester les nouveaux produits. Ils sont plus à même de recommander ta boîte, de faire partie du programme de loyalty, de performer des actions dans le programme de loyalty. Donc tout ça, c'est quand même relativement imbriqué. C'est pas juste répondre rapidement à vos clients, c'est que all in all, ça a du sens et ça se justifie in fine par une augmentation des revenus, quoi. Ouais, 100%. Ouais. Non, on voit bien que c'est totalement. Il y a vraiment un rapport de cause et effet, même encore plus que vraiment une corrélation. Donc hyper intéressant, hâte de voir les screenshots. On a un playbook sur comment générer plus de revenus avec l'expérience client et les services clients avec des cas d'usage très concrets, dont des données comme ça. Trop bien. Et on a un playbook sur l'automatisation du service client. Pourquoi, premièrement, pourquoi c'est un intérêt? Parce que tu dis oui, c'est bien beau de vouloir automatiser de l'IA, mais pourquoi est-ce qu'on ne répondrait pas manuellement comme on l'a toujours fait? C'est parce qu'en fait, il y a aussi une corrélation directe entre le taux d'automatisation du service client et le revenu généré par le service client. Et donc, du coup, ça c'est dans le playbook qu'on a sur l'automatisation. Et donc, c'est des trucs super intéressants où si tu n'es pas confronté à des données factuelles et des cas d'usage concrets, tu vas pas forcément faire le lien toi-même. Et même si tu vois ces données-là, ces cas d'usage, il faut quand même que tu le vois 2-3 fois, qu'on te le répète, que tu l'entends d'une autre marque pour que tu commences vraiment à te dire ok, faut que je me pose des vraies questions en termes de rétention, service client et comment ça peut m'aider à générer du revenu, quoi. Ouais, carrément, ouais. Et est-ce que justement tu as des exemples d'automatisation on a pas mal parlé là sur les 2-3 dernières questions. Est-ce que c'est quoi un peu les automations que les marques peuvent mettre en place? Est-ce que c'est quand tu as tout le temps la même question, au lieu de poser ta question, tu cliques sur la question en question et tu as la réponse qui s'affiche? C'est quoi un peu les... Ça peut être une option. Ça, c'est quelque chose qui est principalement fait sur le chat, où tu vas avoir le chat et en fait, tu vas avoir les questions les plus communes. C'est ça. Et ça marche très très bien. Enfin, j'ai pas donné de chiffres exacts, mais en tout cas, moi, les comptes que je regarde de temps en temps sur Gorgias ou avec qui je discute, je dirais que facilement 85% des demandes où en fait la personne clique sur ce bouton-là, il ne crée pas de ticket de service client derrière. Ça peut être des trucs du comment choisir mon produit, quelle est votre politique de retour. En fait, c'est des questions un petit peu avant-vente que les gens posent souvent. Il n'y a pas forcément de valeur ajoutée d'y répondre aux marques, à part bien sûr le fait que ça peut convertir, mais ils ont tout intérêt à permettre au client d'avoir la réponse par lui-même directement sur le chat pendant qu'il est sur le site. Donc ça marche très bien. On appelle ça nous les quick response, mais c'est en gros je clique, j'ai ma réponse. Et puis même tu as des étapes un peu intermédiaires parfois. Tu peux créer aussi des trucs plus ou moins complexes. Je suis client existant, nouveau client, et en fonction, tu peux aller assez loin dans ça. Il y a peu de marques qui vont assez loin dans la complexité de ces options-là, mais tu peux aller très loin. Tu peux même faire des calls API pour vérifier que cette personne-là est souscrite, à quelle souscription, et en fonction de la souscription, vont avoir telle option. Tu peux aller vraiment très loin. Pour moi, ça, c'est un truc qui est vraiment sous-utilisé parce que au final, un consommateur n'a pas forcément envie de contacter une marque pour quoi que ce soit.
Premièrement, ils vont toujours prioriser les options self-service, mais il faut que ce soit facile de trouver l'information et d'avoir l'information. Mais donc du coup, pour revenir à ta question d'automatisation, il y a la partie entre guillemets self-service, de permettre aux gens de trouver eux-mêmes la réponse à leurs questions avec ce que tu disais sur le chat, les quick response. Ça peut être aussi traquer et manager ses commandes directement depuis le chat ou le help center, comme on disait tout à l'heure. Sinon après, dans Gorgias comme outil, tu vas avoir des automatisations qui ne sont pas forcément une réponse automatique. Ça peut être automatiser des choses pour rendre la vie du service client plus facile. Donc ça peut être les macros, ça peut être ça peut être des macros avec des variables ou même qui performent des actions. Donc tu vas avoir par exemple une macro pour éditer l'adresse de livraison. Où en fait tu vas dire voilà, on a mis à jour votre adresse de livraison et au moment de l'envoyer, tu édites l'adresse de livraison directement dans Shopify depuis Gorgias par exemple. Donc les macros, ça va être vraiment un gros aspect de l'automatisation dans le sens où tu vas économiser énormément de temps avec les macros. Et après, il y a l'automatisation via les règles. Donc en gros, ça va être un peu des triggers où tu dis quand on me demande ça, je vais taguer le ticket de telle manière. Une question en français pour l'équipe française, une question en anglais pour l'équipe anglaise. Ça peut être tiens, j'ai une question d'un client VIP, je l'envoie à telle équipe. Par contre, si j'ai une question avant-vente, je vais l'envoyer à l'équipe de conseillers qui s'y connaissent vraiment bien dans le produit. Donc il y a tous ces types d'automatisation qui vont permettre de prioriser et de mieux gérer plus rapidement le service client. Ça peut être aussi des réponses automatiques. Je parlais tout à l'heure des business hours où tu as beaucoup d'équipes de service client. Ils travaillent du lundi au vendredi de 9h à 17h. Tu peux avoir une réponse automatique qui dit qu'en dehors des business hours, si quelqu'un pose une question par rapport à un retour, on va lui envoyer vers le help center sur la partie retour et lui dire que s'il a une question, il peut nous recontacter. Et il y a pas mal d'autres choses comme ça. Et maintenant, en fait, il y a l'IA aussi. L'IA conversationnelle. Alors, j'aime pas trop dire conversationnelle parce que l'objectif, c'est pas non plus que tu aies une IA qui fasse 10 allers-retours avec un client, mais plutôt qu'il puisse répondre concrètement et dans un bon timing à la bonne question au bon moment sans forcément devoir faire une conversation comme si c'était un humain, quoi. Mais la réalité, c'est que ça va très vite devenir la norme. Nous, on lance AI Agent là, au 1er juillet. Enfin, je sais pas quand sortira le podcast, peut-être qu'il sera déjà live. Mais on le sort bientôt. On a déjà 400 clients qui utilisent notre AI Agent. Il y en a certains qui arrivent à automatiser déjà 20% des demandes du service client. C'est huge. Avec un truc qui est encore en bêta. Et donc, en fait, de plus en plus, n'importe quelle marque pourra être en capacité d'automatiser une bonne partie des choses niveau service client grâce à l'IA. Et ça, c'est encore les balbutiements, mais ça va vraiment être quelque chose ouvert à tout le monde. Et il n'y aura plus d'excuses, en fait, pour ne pas pouvoir répondre, si ce n'est rapidement, de façon personnalisée et optimale, peu importe la taille de la marque. C'est plus limité à des marques qui ont des grosses équipes, beaucoup de volume et qui sont obligées d'optimiser ça. Maintenant, n'importe qui, même un solo founder, aura accès à des outils qui permettent d'avoir une super expérience client, quoi. Et justement, en parlant d'IA, ce que effectivement, en fait, ça va permettre de diminuer très fortement les barrières à l'entrée. Donc mécaniquement, le level, en fait, comme je te disais, de service client, il va carrément augmenter. Tu peux nous parler un peu des fonctionnalités un peu clés de votre AI Agent ? Ouais, carrément. Après, c'est toujours à prendre des pincettes l'IA dans le sens où c'est vraiment une opportunité incroyable, mais pour moi, il faut le faire bien. Et ça, c'est pas toujours simple. C'est clair. Par exemple, si tu prends les chatbots, moi j'ai déjà interagi avec plein de chatbots. La première chose que je fais à chaque fois, c'est speak to a human. J'ai besoin de parler à une personne parce qu'ils répondent des trucs complètement à côté de la plaque. Généralement, c'est un enfer. C'est très bien d'avoir une IA qui permet de répondre à des demandes de service client, mais pour moi, ce qui est beaucoup plus important, c'est de s'assurer que ça va répondre quelque chose de pertinent et que derrière, il y aura toujours quelqu'un d'humain qui est disponible rapidement derrière. Mais l'opportunité, c'est de faire en sorte que les questions qui n'apportent pas trop de valeur, genre où est ma commande, puissent être traitées par une IA et que derrière, ça dégage du temps pour que les humains gèrent vraiment les conversations plus humaines et qui ont plus de sens, quoi. Et ça marche comment les AI Agents ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment autonome et qui est connecté à tous tes outils et qui va répondre vraiment de façon autonome ? Ou est-ce que c'est plus une aide pour l'agent de support
pourras un peu lui préférer des questions et tu as l'agent de support qui va juste valider, entre guillemets, ce que l'AI lui a pondu comme pré-réponse. Nous là, ce qu'on est en train de développer pour l'instant, c'est de répondre concrètement à des demandes clients. Donc ça va se baser à la fois sur l'historique des conversations du service client dans Gorgias, sur les données de Shopify, donc les données commandes et clients qui sont disponibles dans Gorgias, sur le Help Center. Ça va être la source d'information principale pour qu'un AI agent fonctionne bien, c'est d'avoir un Help Center qui est béton. Pas forcément le Help Center qui est customer facing sur le site. Tu peux très bien avoir, 25 articles d'aide sur ton site. Mais par contre, avoir un Help Center avec 250 articles pour ton IA, avec vraiment tous les process en interne et toutes les informations. Donc ça va être vraiment clé, c'est d'avoir des articles, entre guillemets, sur lesquels va pouvoir se baser l'IA pour répondre aux questions les plus communes. Et en gros, l'objectif, c'est de pouvoir répondre à certaines questions, voire derrière transférer à un humain, mais en ayant récolté des informations dans un premier temps. Et donc après, c'est un choix de est-ce que je veux automatiser une grosse partie du service client? Est-ce que je veux juste que l'IA gère certains types de questions? Est-ce que je veux que l'IA, par exemple, quelqu'un qui fait une demande de retour, vérifie d'abord est-ce que la commande a été passée il y a moins de temps ou livrée il y a moins de temps par rapport à notre procédure? Est-ce que le produit est en bonne condition? Est-ce que la personne a besoin de l'emmener en point relais ou de nous le renvoyer directement? Enfin, peu importe c'est quoi les différentes étapes. Et qu'une fois que toutes ces informations-là sont recueillies, transférer à un humain. Ça dépend. Là, la version bêta, c'est répondre à des demandes. Mais là, très rapidement, dans la semaine prochaine, ça sera aussi performer des actions. Donc, notamment sur Shopify, éditer une commande, annuler une commande, rembourser une commande. Ça peut être performer des actions. Je sais qu'on va commencer avec Loop Returns, donc sur les demandes de retour. Très rapidement, ça va être des actions via l'API. Donc, moi, ce que j'imagine, c'est par exemple l'IA qui interagit avec quelqu'un et qui, à la fin, leur demande si ils veulent être tenus au courant des nouveaux lancements de produits. Bim, une action d'inscrire la personne dans une liste Klaviyo, par exemple. Donc, pour moi, le vrai potentiel, c'est aussi de performer des actions. Alors, toujours dans une optique de faire quelque chose que la marque veuille et qu'il n'y ait pas d'action qui n'aurait pas dû être faite ou quoi que ce soit. Mais en termes de possibilités, ça va vraiment permettre de automatiser beaucoup de choses pour que derrière, les humains passent le temps sur les choses qui ont beaucoup de sens. Et aussi, un gros avantage, c'est que ça permet de gérer des choses avec tout le contexte du client, donc tout l'historique des conversations, toutes les informations, pas d'erreur humaine, d'avoir oublié un truc, oublié un contexte de quelque chose. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, par rapport à ça, on parlait du temps de réponse tout à l'heure. Même si ce n'est pas la réponse idéale, si tu configures ça d'une façon où ça répond à un truc quand même pertinent et au moins c'est super rapide et tu es assuré en tant que client que c'est transféré à l'équipe, etc. Ils reviendront vers vous dès que possible. Tu peux même demander à l'IA de taguer ça comme urgent en fonction de certaines demandes, etc. Donc, ça va vraiment faciliter ce travail-là. C'est clair. Et aussi multilingue. Demain, tu es un e-commerce en français, tu veux lancer en Allemagne, en Espagne, tu n'as pas forcément besoin dans un premier temps de recruter une équipe qui parle ces langues-là. Tu as AI Agent qui peut traiter des premières demandes au fur et à mesure et tu peux tester des trucs à ce niveau-là aussi, quoi. 100%, ça va vraiment être un game changer dans les organisations. Game changer, aussi, il va y avoir moins besoin d'humains pour gérer des gros pics de demandes. Typiquement, il y a toujours plein de marques qui me disent qu'ils sont dans le jus après Black Friday, Cyber Monday, Q4. Alors en fait, là, ça va permettre de beaucoup mieux gérer l'influx de demandes. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est accessible à n'importe qui. Donc en fait, maintenant, n'importe qui est en capacité d'utiliser ces technologies-là qui, encore il y a quelques années, c'était disponible que vraiment pour les grosses multinationales qui avaient un méga budget, qui avaient développé leur propre modèle LLM en interne. Alors que maintenant, c'est disponible pour n'importe qui, quoi. C'est fou, Non, ça a vraiment, je pense, révolutionné la façon dont on interagit avec nos clients. Et on s'attendra aussi, dans quelques mois ou années, quand on contacte une marque, à ce que ce soit une IA qui nous réponde, mais tout en se disant, OK,
Si les choses sont bien faites, ça va me répondre quelque chose de pertinent, même si ça l'est pas trop, au moins j'ai une réponse très rapide C'est ça. et je sais que l'IA va prendre le contexte, partager les bonnes informations, etc. Mais par contre, je m'attendrai aussi à ce que, vu qu'il y a une IA qui répond à des demandes, si j'ai besoin de parler à un humain, je puisse être mis en relation beaucoup plus rapidement Ouais. que ce qui peut être possible actuellement. Donc il y aura à la fois cette expectation, cette attente de peut-être que c'est une IA qui va me répondre, mais deuxièmement, je peux très rapidement être en contact avec un humain si j'ai besoin, quoi. Ouais, bah, niveau temps de réponse et temps de résolution, ça peut que l'augmenter normalement assez drastiquement. Donc, Tout en balançant ça bien, histoire d'avoir une bonne expérience et que ça soit pas une IA qui réponde n'importe quoi, des trucs pas très pertinents. Enfin, moi, je suis persuadé de l'impact positif que ça peut avoir, mais je suis aussi persuadé des risques qu'il peut y avoir à mettre en place ce type d'outils. Tout comme j'ai vu plein de personnes qui ont mis des chatbots en place, où au final, c'était une expérience ultra frustrante, ce qui n'était pas du tout le but au départ. Donc, oui, mais il faut le faire bien, de façon réfléchie et bien tester en amont les différents scénarios et comment ça fonctionne, quoi. Ouais, trop hâte de tester tout ça, franchement, ça va être assez cool, je pense. Et puis, bah écoute, peut-être on peut finir par la question de la fin. En général, c'est la même, c'est-à-dire, est-ce que tu as des conseils en fait, on a un peu deux catégories de marques qui peuvent écouter. Tu as celles qui se lancent et puis tu as celles qui sont plutôt à l'étape d'après en train de scaler. Est-ce que par rapport au service client, tu vois, sur une petite marque qui se lance, peut-être ça va être plutôt secondaire dans un premier temps. Et c'est peut-être après un certain temps, une fois qu'elle a un peu craqué son acquisition, en tout cas, c'est ce qu'elle va peut-être se dire, tu vois. Une fois que j'ai craqué l'acquisition, bah là, je vais plutôt mettre sur la suite, la rétention, et donc là, mettre en place des tactiques pour aller prendre plus soin de mes clients qu'avant, même si on peut le faire aussi en avant-vente concernant le support. Et puis après, tu as celles qui veulent pas en passer à l'étape d'après et qui doivent du jour au lendemain gérer des dizaines de milliers de tickets, quoi. Avant, c'était pas le cas. Ce serait quoi un peu, toi, tes conseils pour ces deux catégories de marques-là, ouais. Ouais, bah, je pense que c'est super important, surtout pour une marque qui se lance, le service client, parce que c'est là où tu vas avoir les premiers feedbacks de tes clients, tu vas avoir les questions qu'ils te posent, tu vas voir pourquoi est-ce qu'ils achètent, pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas, tu vas avoir des retours pas forcément positifs sur le produit, sur l'expérience. Carrément. C'est ce qui va vraiment te permettre de récupérer des informations directement de tes clients pour derrière améliorer tes différents process, etc. Donc pour moi, c'est vraiment crucial au début. Et je pense que par rapport à ce que tu disais, peut-être qu'au début, c'est pas prioritaire. Moi, je pense que c'est prioritaire parce qu'au départ, c'est très souvent les founders qui eux-mêmes répondent au service client. Ça a peut-être été le cas pour toi au début avec Loyoli. Carrément. Mais là où ça devient secondaire, c'est à partir du moment où, en fait, arriver au bout d'un moment, passer 1 heure ou 2 à gérer du service client, c'est pas forcément une tâche super cool. Encore en tant que founder, quand c'est ta marque, ça peut être cool, tu peux voir les bons aspects positifs, mais tu vas vite te détacher de ça et passer sur des sujets qui sont plus orientés vente, conversion, chiffres. Et à partir du moment où tu commences à avoir des gens qui gèrent ça pour toi, c'est peut-être à ce moment-là que ça devient un peu plus secondaire. Et pas après, pour des marques un peu plus matures, ça serait de se dire, en fait, le service client peut et doit être une source de revenus. C'est possible. On a plein de clients qui le font. C'est juste une question de mindset. Toi, tu peux voir dans Gorgias, par exemple, le revenu influencé par la solution? Ouais, alors après, c'est pas une science exacte non plus. L'attribution comme... voilà, exactement. Mais oui, on est la seule solution de service client à ma connaissance qui permet de traquer les conversations de service client qui ont résulté en vente derrière dans Shopify. Donc en gros, nous on dit s'il y a eu une conversation et une vente dans les 5 jours, on compte ça dans Gorgias. Et bien sûr, à prendre avec des pincettes. Tu peux avoir un modèle de souscription avec quelqu'un qui te contacte et que la souscription se renouvelle. Mais derrière, en fait, tu peux aller filtrer tout ça. Tu peux aller filtrer en fonction de l'agent. Tu peux aller filtrer en fonction des tags. Donc, en fait, toi, tu peux taguer certains types de tickets et voir à ce niveau-là les chiffres qu'il y a derrière. Et oui, quand tu vas regarder un peu de façon granulaire ces statistiques-là, on a des clients qui génèrent bien plus avec le service client que ce que Gorgias leur coûte, mais que aussi ce que leur équipe service client ou une bonne partie de l'équipe de leur service client leur coûte. Mais t'as rien sans rien, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans l'optique de
améliorer, optimiser le service client, de regarder les KPIs, de peut-être regarder, tiens, quel agent convertit le plus, qu'est-ce que cet agent fait que les autres ne font pas, mettre en place un incentive pour les agents qui font de l'upsell, etc. Ouais. Donc c'est un canal de revenus comme un autre. Mais oui, et c'est aussi pour ça que moi je suis persuadé de l'impact du service client sur les revenus. C'est parce que je vois ce que certains de nos clients font et je vois les améliorations par rapport à leur début avec Gorgias, par exemple. Et clairement, il y a quelque chose qui fonctionne quand tu essayes d'optimiser et de te poser les questions de comment proposer une meilleure expérience client et un meilleur service client à nos clients, quoi. Ouais. Bon, trop bien. Écoute, on a fait un bon tour, je pense, de la conversation. C'était hyper intéressant. Comme prévu, j'ai appris plein de trucs. Donc, je suis hyper content. Et puis, hâte de voir ce que les évolutions de l'IA vont donner dans les prochaines... La semaine prochaine, en fait, typiquement. Dans 2 semaines, en tout cas, ça sera disponible pour General Availability. Mais ouais, c'est super intéressant de voir en fait comment est-ce que les gens vont utiliser ça, parce que je pense qu'il y a aussi plein de cas d'usage où on ne sait pas encore comment est-ce que les gens vont utiliser ça. Ouais. Mais typiquement, pour moi, le fait de performer des actions via l'API, ça ouvre une multitude de cas d'usage où ça permet vraiment de se mettre dans une optique de générer du revenu via le service client et de shifter les dépenses vers des personnes qui gèrent le service client à des outils et des choses qui vont nous permettre de générer plus de revenus à ce niveau-là. Donc, très intéressant de voir où ça va. Et c'est le genre de truc où ça passe ou ça casse. Il y en a qui vont très bien adopter ça, qui vont l'utiliser d'une bonne façon, qui va vraiment leur bénéficier. Tout comme il y en a d'autres qui vont peut-être se dire ok, on fait un AI agent, mais qui l'utilise pas très bien, l'optimise pas très bien, et peut-être que ça sera pas l'idéal après derrière. Donc, mais en tout cas, c'est super intéressant de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Et de façon générale, en fait, le service client, ça devient vraiment central. Et en fait, beaucoup de marques qui ont eu ce focus rétention service client disent qu'en fait ils reviendraient pas du tout en arrière et qu'au contraire ils devraient faire encore plus. Et même parmi les nombreuses marques qui se sont dit on va prendre un outil comme Gorgias, il y en a très peu qui l'utilisent bien et il y en a très peu qui proactivement essaient de l'optimiser aussi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est relativement nouveau, mais qui va se développer très rapidement en Europe et en France, parce qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus matures que nous à ce niveau-là. Et c'est super intéressant de voir ce qui se passe, parce que ça va très vite dans ce domaine-là aussi, quoi. Ouais. Trop bien. Encore merci d'avoir partagé tout ça sur le podcast. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Et puis on peut te retrouver sur LinkedIn du coup ? Ouais, principalement sur LinkedIn. Donc Yohan Loyer. Je pense qu'il doit avoir mon nom quelque part sur le podcast. Sinon Yohan YOHAN Gorgias. Et puis après, moi comme je disais, je suis passionné de technologie, d'e-commerce, service client. Donc même indépendamment de Gorgias, moi c'est toujours un plaisir d'échanger avec des gens sur ces sujets-là. Donc LinkedIn, c'est le meilleur moyen pour me contacter. Sinon, yohan@gorgias.com. Et puis si les gens qui veulent me contacter, ce ne sera pas trop un problème de trouver mon contact via des personnes de l'écosystème sinon. N'hésitez pas à me le demander si besoin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'opportunité. Hop.